Bienvenue à tous, mesdames, messieurs. Le 28 février 1990, les rideaux tombaient sur la mémorable conférence des forces vives de la nation pour une nouvelle ère pour le Bénin. L'enfant malade de l'Afrique venait de s'affranchir de la période révolutionnaire. Adieu, disait-on, à l'unicité de voix, de pensée, au parti unique, au règne de l'arbitraire et de la répression systématique. En cœur, on pouvait clamer avoir vaincu la fatalité. Entre autres acquis de cette assise, la notion de dialogue, de l'écoute, du consensus. 28 ans après, des voix s'accordent à dire que les Béninois ne savent plus s'écouter ni se parler. Une attitude préjudiciable à la cohésion nationale. Conférence des forces vives de la nation, de l'héritage, qu'en reste-t-il aujourd'hui? Des recommandations qui en étaient issues, y en a-t-il qui comptent toujours pour l'avenir? Ce sont là, mesdames, messieurs, entre autres questions autour desquelles se fera l'émission débat du jour. Thème au menu, 28e anniversaire de la conférence des forces vives de la nation, encore des acquis à pérenniser. Le débat, nous le ferons avec Raoufi Badirou, ancien fonctionnaire du PNUD, expert en gouvernance. Il est un témoin oculaire de l'évolution du Bénin des années 60 à ce jour. Raoufi Badirou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci pour la disponibilité. Merci. En face de lui, Donklam Abalo, historien du temps présent, de par sa profession, bien entendu. L'histoire du pays ne lui est pas pourtant étrangère. Journaliste, il est le directeur de Soleil FM au Bénin et coordonnateur des clubs Soleil FM qui font de plus en plus beaucoup parler d'eux. Donc là, Mabalo, bonjour. Bonjour Joël, bonjour à tous les téléspectateurs. C'est un plaisir d'être sur votre plateau. Sachez-le, le plaisir est toujours partagé. Conférence des forces vives de la nation. Le Bénin en est aujourd'hui à souffler sa 28e bougie. Un événement qui se fait le cœur meurtri pour certains, mais pour d'autres, avec beaucoup d'espérance. Raoufi Badirou, vous qui avez vécu ce moment dans une certaine euphorie, avec beaucoup de recul, comment appréhendez-vous ce moment d'anniversaire? Oui, c'est vraiment le cœur meurtri, parce que la conférence des forces vives de la nation a donné tout espoir au développement et à l'entente, à la coordination et la concorde dans ce pays. Mais qu'en est-il au fur et à mesure du temps? La transition pacifique du régime militaro-marxiste à la démocratie a émerveillé le monde entier. Nous sommes souvent l'exemple que nous ne suivons pas nous-mêmes. Et c'est dommage pour notre pays. Quand nous voyons l'évolution du temps, l'évolution de nos comportements politiques depuis la conférence à aujourd'hui, j'ai des larmes aux yeux. Parce qu'on n'a pas tiré le leçon du passé. Et on retombe dans les mêmes erreurs. Quand est-ce que nous allons comprendre qu'il faut bien la démocratie pour faire avancer ce pays? Démocratie, pas la pagaille ni la plutocratie. Non. Pas la pagaille ni la plutocratie. Il faudrait que ce soit une vraie démocratie où chacun est libre de s'exprimer. Et que nous parlons, nous nous entendons. Généralement, l'opposition est là pour aider le pouvoir à avancer. Le pouvoir doit tenir compte de l'opinion, de l'avis de l'opposition pour mieux faire. L'opposition ne doit pas critiquer pour critiquer. On doit critiquer pour faire avancer le pays. Il faudrait que nous en tenons compte. Parce que notre pays, ça fait pitié de le dire, quand nous donnons l'exemple que nous ne suivons pas, les autres suivent l'exemple et ils avancent. Quand est-ce que nous allons... Et je me plais à dire tout le temps, un Béninois seul est très intelligent, mais les Béninois collectivement sont trop bêtes. Un Béninois seul, très intelligent, mais collectivement, les Béninois sont... Bon, je n'achète pas le mot, donc là, Mabalo. Aujourd'hui, quand c'est Raoufi Badirou qui fait ces observations, j'ai de la peine à vous poser la même question, mais je vous la pose quand même. Quand vous observez ce parcours
de ce Bénin d'hier à aujourd'hui, de cette conférence, c'est toujours une fierté en regardant un peu dans le rétroviseur? Je voudrais d'abord vous remercier d'avoir organisé ce plateau. Parce que j'avais pensé que le 28 février allait être célébré dans l'indifférence totale. Parce qu'en fait, il faut remarquer qu'il y a une indifférence totale. 28 février, 28 ans, et donc pour moi, les chiffres concordaient pour qu'on puisse célébrer cet événement. Malheureusement, nous avons collectivement oublié ce rendez-vous important de l'histoire de notre pays. Donc merci à Sika TV de nous donner l'opportunité de parler de cette conférence. Moi, je n'ai pas été un acteur vraiment de cette conférence comme M. Badirou, mais j'ai pu quand même vivre quelques moments et j'ai pu lire suffisamment sur cette conférence nationale des forces vives. J'ai cru comprendre qu'à la fin de la conférence nationale, on avait vaincu la fatalité, comme le professeur Albert Thévouedrel l'avait dit à l'époque. Aujourd'hui, 28 ans après, avons-nous effectivement vaincu la fatalité? C'est une grosse question. Ce qu'on peut remarquer, c'est quoi? Elle se pose. Oui, elle se pose forcément. Ce qu'on peut remarquer et applaudir, c'est quoi? C'est que nous sommes passés de la dictature à la démocratie sans effusion de sang, donc sans armes. Pour moi, c'est positif. Mais au niveau des travaux de la conférence nationale, il y a eu des professions de foi. Il y a eu des volontés qui ont été manifestées. Est-ce que ces volontés-là ont été respectées à la date d'aujourd'hui? On peut faire le point et vous allez constater. Je constate que malheureusement, un 28 février, le gouvernement actuel prend une décision sur les grèves qui avaient été consacrées comme droit absolu au niveau de la conférence nationale et dans notre constitution. Un 28 février, malheureusement, notre gouvernement décide, sans avoir pris l'avis du juge administratif, de déclarer des grèves illégales et donc de faire non seulement des ponctions sur salaire, mais de menacer les travailleurs de radiation. C'est-à-dire que vous grèvez, le gouvernement trouve que c'est illégal et à partir de là, on peut vous amener à quitter la fonction publique. Un 28 février. Avons-nous avancé? Avons-nous reculé? Grosse question. J'ai également souvenance que nous avions parlé de libéralisme économique à l'époque au niveau de la conférence nationale. Est-ce que lorsqu'on fait le point aujourd'hui, on a le libéralisme économique? Est-ce que lorsqu'on fait le point aujourd'hui, ceux qui doivent sur le plan économique faire fonctionner notre pays ont les coups des franches pour faire fonctionner notre pays? Grosse question, chacun aura sa réponse. Nous avons parlé au niveau de la conférence nationale du multipartisme intégral. Et aujourd'hui, vous vous rendez compte que le débat est d'actualité. On parle de la réforme du système partisan. Vous voyez les conditions qu'on pose aujourd'hui pour avoir un parti politique? Il faut avoir dans chaque commune 100 membres fondateurs, donc 7700 dans les 77 communes. Il faut avoir son casier judiciaire et son certificat de nationalité. Donc pour créer un parti politique aujourd'hui, il faut avoir entre 40 et 50 millions de francs CFA si cette réforme-là passait. Et donc, avons-nous le multipartisme intégral comme on l'avait martelé au cours de la conférence nationale? Grosse question. Liberté de presse. Ça, c'est un pilier de la démocratie. Avons-nous la liberté de presse? Est-ce que la presse est libre de s'exprimer? Est-ce que les journaux travaillent normalement? Est-ce que les radios et les télévisions fonctionnent normalement? Je ne veux pas parler du cas de Soleil FM, qui est donc embrouillé depuis plus de 6 mois. Donc ce sont les piliers sur lesquels on peut évaluer, n'est-ce pas, le choix du Bénin d'accéder à la démocratie. Et quand on fait le point, je laisse chacun tirer ses conclusions, mais quand on fait le point, on n'a pas beaucoup de fierté, n'est-ce pas, de voir le processus tel qu'il est actuellement. Pas beaucoup de fierté. Le 28, donc la Mabalo l'a souligné, il y a un fait qui a retenu l'attention de plus d'un et qui, pour beaucoup, paraît plus qu'étonnant. Et je vais poser la question à Ofi Badirou. Sur le plan national, rien pour matérialiser les 28 ans de cette conférence. Et comment vous l'appréciez? Je pourrais même dire que je suis déçu. Parce que au temps du régime militaro-marxiste, il y avait quand même quelques réalisations qu'on peut doiter. Depuis lors, plus rien. Nous ne faisons que parler. Nous n'agissons. On agit très peu. Et les cadres, ça parle beaucoup. On parle beaucoup. On s'est sous l'arbre à palabre, tellement chacun s'égosille, chacun se dit le bon parleur, mais on n'avance pas. Si je veux donner concrètement des preuves de ce que nous n'avançons pas, oui. Voyez-vous, au temps de la Révolution, nous avons fait Onigbolo, l'usine d'Onigbolo, oui. L'usine de sucrière de Savet,
Nous avons fait, il y avait toutes les usines Simbénin, tout ça qui se sont installées. Depuis lors, quelles sont les usines qui se sont installées? Bon, on peut compter avec la cimenterie de Massé. Bon, quoi d'autre? Dites-moi. Même les places publiques, regardez, place des Martyrs, place de l'Étoile Rouge, c'est au temps de la Révolution. Regardez ce qu'ils sont en train de faire comme jouer sur la route de Porto-Novo. C'est des places là. Vous voyez, rien ne marche. Et les cadres sont devenus des griots, des mendiants, des corrompus. Griots, mendiants, corrompus. Valets du pouvoir. Ça fait un peu de trop. Valets du pouvoir. Et chaque cadre, quand le met à un poste, au lieu de penser au développement du pays, il pense d'abord à son propre développement. Et ceux qui ont gâté ce pays, Kérékou n'avait pas tort de dire les cadres tarés, les intellectuels tarés. Parce que un bon intellectuel ne peut pas faire tout ce que nous faisons là. Je ne vais pas m'exclure. Tout ce que nous faisons là, nous les cadres béninois, nous sommes de compétences avérées. Mais le pays n'avance pas. Et chaque fois, on crie l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Même quand on met l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, celui-là ne fout rien. Et pourquoi? Et c'est dommage. C'est dommage quand les gens prennent le test de... Je crois que c'est Mounier qui a écrit. Oui, c'est Mounier. Le quartier latin. Oui. Ils ne disent pas ce qui l'accompagne. Oui. Ce qui accompagne n'est pas bon, on entendra ce qui paraît. Ce qui l'accompagne a décrit ce pays exactement comme il est. Nos intellectuels, avec la mesquinerie. Et nous sommes là à nous égosier, mais lorsqu'un intellectuel parle, il doit avoir un syllogisme. Aujourd'hui, on ne voit même plus de raisonnement logique auprès de nos intellectuels. Ils sont partisans. C'est pour tout ça que le nouvel élu a opté pour des réformes salvatrices qui vont permettre de remettre le Bénin sur les rails. Et petitement, il essaie de poser les jalons qui s'imposent. Est-ce qu'avec ce qui se fait petitement, il n'y a pas bon espoir qu'on puisse retrouver ce Bénin dont beaucoup avaient rêvé? Vous savez, je ne saurais apprécier. Je n'ai encore rien vu. Je n'ai pas encore vu d'actes concrets. Même pas de signaux? Non. Vous savez, on est des vieux de la vieille. C'est vrai. On ne peut pas nous tromper. Lorsque nous avons été fonctionnaires avant d'être retraités, nous savons comment nous avons géré les hommes. Moi, je ne peux pas repartir dans mon service sans qu'ils me reçoivent à bras ouverts. C'est parce que je suis faire. Je suis mettre des compétences en place. Je suis former les gens. Et moi, dans ce pays, j'ai eu des opportunités de richesse. Je n'ai pas saisi ces opportunités-là parce que ça n'arrange pas ma personnalité. Mais aujourd'hui, les gens n'ont même pas honte de tout manger. Ils disent que c'est rouge ce matin, l'après-midi, ils diront que c'est noir. Est-ce des cadres, ça? Il y a des cadres très compétents que nous connaissons qui peuvent dire « Ah non, ça, ce n'est pas bien ». Ils se taisent. Est-ce des cadres, ça? Nous avons de nos aînés, des chefs de parti, qui sont des gens, des cadres émérites, qui sont des politiciens avérés. Ils se taisent. Est-ce qu'on peut encore dire qu'il y a quelque chose qui avance? Vous savez, mais le Bénin réserve toujours des surprises. C'est quand on pense que le Béninois s'est endormi qu'il se réveille. Je souhaite que la bonne gouvernance s'instaure. Et nous ne sommes pas bêtes. Quand c'est bon, on dira que c'est bon. Mais quand ce n'est pas bon, on le dira aussi. Pour l'instant, c'est beaucoup de déception. Pour l'instant, on ne va pas wait and see tout le temps. Hein. Nous attendons depuis l'avènement du nouveau gouvernement. Nous attendons les signaux qui puissent nous dire... Des signaux. Ah oui, qui nous montrent que la voie du développement est ouverte.
La voie du développement, c'est aussi l'économie. Et Badiou, donc le Mabalo, fustige le fait que depuis, s'il y a eu des acquis du point de vue de ce qu'on pourrait appeler la petite industrie, qui pourrait conduire à la grande industrie, aujourd'hui, rien sur le terrain. Et vous parlez du libéralisme économique qu'on a prôné. Aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas dire tout de même qu'on est en train de baliser le terrain pour pouvoir en arriver à la concrétisation de ce rêve? Vous parlez de baliser le terrain. Oui. L'exercice auquel vous nous soumettez ce matin est un exercice difficile. Difficile parce qu'il s'agit de parler de son pays. Et nous devons pouvoir vendre notre pays, n'est-ce pas? Normalement, quand on est patriote, on vend son pays, d'accord? Mais on se retrouve des fois dans des situations qui nous obligent également à la vérité, n'est-ce pas? Et donc présenter le pays tel qu'il est. Certains pourraient penser, à tort ou à raison, que nous ne rendons pas service au pays en le critiquant. Donc on a déjà entendu ce son de cloche plusieurs fois. Ça ne nous empêche pas de dire ce qui est. Vous parlez de baliser le chemin sur le terrain économique. C'est l'espoir que nous avions tous porté. Et on a pensé que lorsque on va quitter les politiques pour confier le pays, la gestion du pays à des opérateurs économiques de la trempe du président qui est là, avec les espoirs qu'il nous a vendus, on a pensé qu'il changerait quelque chose. Mais vous allez vous rendre compte que la plupart du temps, nous dénonçons surtout les conflits d'intérêts. En fait, c'est ça la réalité, conflit d'intérêts, parce que votre position stratégique en tant qu'administrateur du pays vous amène à favoriser les vôtres ou à vous favoriser vous-même, même si vous prenez le prétexte d'avoir quitté les affaires. Et ça se ressent. Il y a quelques jours, vous avez lu une enquête explosive d'un journal français, pour ne pas le nommer, Libération, sur la question de la ruée monopolitique vers l'or blanc. Le coton, vous avez peut-être ou sûrement lu l'enquête, vous comprendrez beaucoup de choses. Donc il y a des secteurs dans lesquels l'État aurait pu ne pas s'impliquer parce que les personnalités qui gèrent l'État sont donc partie prenante du développement de ces secteurs-là, mais on constate que il y a beaucoup de conflits d'intérêts. Avez-vous le sentiment que le Bénin a pu avancer sur certains chantiers économiques? Est-ce qu'à la date d'aujourd'hui, vous vous êtes rapproché de la Direction générale des impôts, par exemple, pour voir le nombre de dépôts de bilan qu'il y a au niveau des entreprises? Est-ce que vous vous rendez compte, n'est-ce pas, du trafic au port autonome de Cotonou, malgré tout ce qu'on a pu dire? Est-ce que vous vous rendez compte, n'est-ce pas, de ce trafic-là? Mais sortez, allez voir. Je n'ai pas envie de dire certaines choses, mais allez justement constater de vous-même et vous allez vous faire votre religion. Est-ce que vous savez qu'il y a de moins en moins d'emplois? Nous savons très bien que l'État ne crée pas l'emploi. Et le président Patrice Talon, lorsqu'il était candidat, nous a clairement dit que son rôle en tant qu'État est de venir offrir le cadre légal aux opérateurs économiques, au privé donc, pour que le privé puisse créer l'emploi. En sommes-nous là aujourd'hui? Combien d'emplois a-t-on détruit en si peu de temps? Combien en a-t-on créé? Est-ce qu'on crée des emplois à partir des décrets et arrêtés? C'est ça la réalité des choses. Donc beaucoup de gens se retrouvent dans une situation sociale difficile. Les petites économies, c'est-à-dire que le commerce de proximité. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment que ce commerce fonctionne lorsqu'on a de façon peu méthodique déguerpi des gens qui font leurs activités commerciales et qui vivent de ça? Moi, je n'ai rien contre le déguerpissement, mais j'ai tout contre la méthode. C'est ça le problème. Alors, lorsqu'on a cassé tout ça, cassé les commerces, cassé les maisons, et qu'on en vienne aujourd'hui à interdire aux gens la vente à la sauvette et tout le reste, vous pensez qu'on a développé une économie de proximité? L'économie du Bénin, malheureusement, c'est le formel et l'informel. C'est indissociable. Mais aujourd'hui, il y a la méthode qui pêche. Et donc, puisque vous m'avez posé la question sur le plan économique, je fais cet aperçu-là pour vous dire que rien n'est parfait, c'est vrai, mais ça devient très compliqué. Et de jour en jour, les gens parlent. De jour en jour, les gens s'expriment, même si on les étouffe quelque part, on les empêche de s'exprimer, ils parlent tout de même. Donc toute cette situation n'est pas reluisante. Et ça, 28 ans après la conférence nationale, avons-nous avancé? Vous avez sûrement votre réponse. 28 ans après, est-ce qu'on est toujours vraiment en train de chercher ces marques? Je voudrais vous dire que oui. Je n'ai pas voté Talon, j'ai voté Zinsou. Et je ne m'en suis pas caché. Mais Talon élu, je me suis dit, voilà quelqu'un qui est rassasié. Il est venu chercher la gloire.
il va s'atteler au développement du pays. C'est ce que j'ai pensé tout de suite. J'ai dit, ne me dites pas que vous avez changé d'avis. Je n'ai rien dit encore. Okay. Vous me laissez m'exprimer, Tout monsieur le journaliste. Oui. Je me suis dit, voilà quelqu'un qui est venu chercher la gloire et qui va s'atteler au développement du pays. Ça veut dire que tout, il n'y aura même pas, d'après ses dires au début, il n'y aura pas la chasse aux sorcières, il n'y aura pas le règlement de compte, il n'y aura pas ci, il n'y aura pas ça. On va s'atteler au développement du pays. Mais j'attends de voir si nous sommes vraiment sur la voie du développement du pays. J'attends de voir. Vous savez, les opérateurs économiques, il y en a, mais les cadres béninois sont tellement gourmands, sont tellement accros au pouvoir, qui n'ont plus de personnalité. Et c'est ça qui fait le malheur de ce pays. Regardez Trump aux États-Unis. C'est un opérateur économique, mais combien de gens n'ont pas démissionné? Quand il fait mal, quand il est opiniâtre, quand il ne veut pas écouter les techniciens, ils partent. Lui aussi peut en renvoyer, mais beaucoup ont démissionné d'eux-mêmes. Mais ici, un cadre béninois ne va pas démissionner. Hein? Donc il faut démissionner lorsqu'il y a des événements qui vous poussent à le faire. Non, lorsque vous voyez que ça va mal et que les gens n'empruntent pas la voie que vous considérez comme la voie du développement, vous devez partir. Si vous avez vraiment une bonne conviction politique. Mais ils sont là. Ils subissent, ils se taisent, mais il ne faut pas qu'ils viennent me dire demain, j'ai dit ça au président, n'a pas écouté. Ils sont tous solidairement responsables. Un instant. Oui. Parce que moi, je connais les gens du gouvernement qui ont des compétences avérées. Je le dis, je les connais. Mais il doit pouvoir aider le président à être vraiment cadré sur la voie de développement. Ils ne le font pas? Je n'en sais rien. Je ne sais pas comment ils sont gouvernés, comment ils collaborent avec le président. Mais moi, chaque fois, quand je suis avec un patron, je dis, de toute façon, votre avis n'est pas le mien. Tel est le mien. Mais vous avez la voix prépondérante. Raouf Badeiro, je l'ai laissé évoluer, mais je constate que vous n'avez pas répondu à l'idée que vous avez avancée au départ. Vous disiez que vous avez été l'un des soutiens à Lionel Zissou. Vous ne le regrettez pas. Vous avez observé Patrice Talon venu, vous vous êtes dit, voilà quelqu'un qui a tout. Pour lui, il est venu chercher la gloire. Et donc, conséquemment, sur le terrain, ce sera la grande satisfaction. Mais à l'arrivée, qu'est-ce que vous observez? Vous ne l'avez pas dit. Mais il n'a pas encore fini son mandat. J'attends de voir, j'attends toujours de voir. Mais il y a des situations incongrues qui ne nous permettent pas de savoir qu'il est sur la bonne voie. Donc, comment situation incongrue? Oh, vous voyez les syndicalistes en ce moment, ils sont tous révoltés. Il faut pouvoir calmer le jeu. Et pour que les syndicalistes se révoltent, c'est forcément qu'il y a des situations incongrues. Ah, pas parce qu'ils sont indisciplinés. Vous avez suivi le gars des Sceaux? Je ne veux pas dire cela. Lui, il est libre de dire ce qu'il veut. Il était hier avec ces syndicalistes-là. Il peut dire ça aujourd'hui, parce qu'il est de l'autre côté. Pas parce qu'il est autorité? Mais écoutez, je ne juge personne. Je parle globalement, généralement. Je dis que quand tout va bien, les syndicalistes ne jettent pas dans la rue. Quand tout va bien, personne ne se révolte. De toutes les façons, à chaque situation, à chaque sortie des syndicalistes, le président de la République devrait réfléchir à la solution appropriée à leurs revendications. Il est vrai qu'on ne peut pas tout satisfaire, mais on peut amener la balle à terre et voir comment on peut avancer ensemble. Une petite ouverture sur ce terrain avant d'évoluer. Notre but majeur à tous, gouvernement ou nous, peuple, c'est l'évolution de notre pays. Parce que c'est ça seul qui peut donner satisfaction à tout le peuple béninois. Mais quand des gens pensent que nous sommes là, on doit faire comme ceci. Non. Ce que vous faites, vous, le groupuscule qui êtes là aujourd'hui, qui dirigez le reste, quand vous serez dans le peuple demain, vous allez voir que ce n'est pas convenable. Donc, faites les choses qui puissent arranger le peuple, le pays en général. Raouf Badirou, la question que vous évoquez, donc là, Babalo a
abordé quelques aspects tout à l'heure qu'on ne va pas laisser ici. Il a dit, rappelant le garde des Sceaux, qui est l'une des voix qui compte au sein de cette équipe, et le chef de l'État l'a dit, chaque fois que l'un de ses ministres se présente en un lieu pour parler, c'est avec pleine autorité et plein pouvoir. Alors, le garde des Sceaux constate que ce qui se fait aujourd'hui en termes de grève, c'est en toute illégalité. Et par conséquent, l'épée de Damoclès, désormais sur la tête des travailleurs, peut conduire à la radiation, c'est le mot, parce qu'ils ne sont pas au poste. Justement, c'est ce qui nous dérange au Bénin. Hier, quand il était là, dans l'opposition, on a vu comment il s'est comporté. Aujourd'hui qu'il est au pouvoir, je parle de garde des Sceaux, oui. On voit comment il se comporte. C'est ça le Béninois, et c'est ça qui ne marche, qui fait que le pays là ne marche pas. Ah bon? Ça veut dire qu'on n'a pas de conviction. On va au gré du vent. On fait ce qui nous arrange dans le moment. C'est tout. Parce que lorsque quelqu'un qui a mené la barque dans l'opposition, à un moment donné, en vient au pouvoir, il doit comprendre ceux qui sont en face, qui étaient ses alliés d'hier. De toutes les façons, je ne veux pas juger quelqu'un. Je ne veux pas juger le gouvernement. J'exhorte le gouvernement à mieux faire, à nous conduire dans la voie du développement. Les querelles intestines ne nous arrangent pas dans ce pays. Dès l'indépendance, on n'a pas pu décoller à cause des querelles intestines. On avait 3 leaders dès l'indépendance. Ce qui a fait que l'armée s'est interposée. Au lieu de parler de gouvernement, on parle toujours politique. Regardez sur les forums. Quand vous touchez un projet, un aspect de développement, vous ne verrez personne vous accompagner. Mais quand vous touchez un aspect politique, tout le monde s'égosille. Quand est-ce qu'on va s'en sortir? J'ai même pensé à ce que nous pouvons faire pour ce pays. C'est de faire un plan directeur sur 20 ans. Un plan directeur sur 20 ans. Qu'on peut sectionner en plan quinquennal. Et chaque gouvernement qui vient n'aura rien à faire que de se mettre dans ce plan-là. Parce que chacun vient, il invente, il cogite ce qu'il veut. Non. Ce plan directeur de 20 ans-là, chaque gouvernement qui vient doit pouvoir s'insérer. Prendre le plan quinquennal dedans, décliner en PTA, plan de travail annuel, et avancer. Il n'aura plus rien à faire. Nous avons déjà dans ce plan, le plan directeur de 20 ans, nous avons déjà cerné dedans ce qu'il faut faire dans l'agriculture, ce qu'il faut faire dans la santé, ce qu'il faut faire dans les infrastructures routières, etc. Tout est déjà dedans. C'est dedans qu'ils vont puiser. Et non inventer n'importe quoi. On invente toujours les mêmes choses. On recommence. Hein? On ne voit même pas. Un gouvernement s'en va, ce qu'il a commencé, l'autre l'efface et lui aussi recommence. Non, qu'il soit cerné par ce plan-là. Donc là, Babalo, ça paraît quand même intéressant ce que dit Raouf Badirou. Et lorsqu'on sait que l'actuelle équipe se veut une équipe de transition, le chef d'État l'a dit, même s'il y a l'expression j'aviserai qui est là, on peut s'en servir, non? S'en saisir plutôt et projeter le Bénin dans l'avenir. Qu'est-ce que vous appelez équipe de transition? Moi, je veux bien savoir. Non, ceux qui sont là, même dans leur état d'esprit, ils ne sont pas dans une transition. Mais écoutez-les, discutez avec eux, et vous comprendrez que les promesses faites il y a quelques mois, 2 ans, n'engagent que ceux qui y ont cru et qui y croient encore. Ce n'est pas dans leur logique qu'ils ne sont pas dans une transition. C'est pour ça que lorsqu'on a fait le développement que M. Badirou a pu faire tout à l'heure, on ne peut pas avoir d'espoir. Je suis surpris lorsque je l'entends dire que le gouvernement n'a pas fini son mandat et qu'il attend. Je ne sais pas ce qu'il attend encore. Moi, je n'attends plus rien. Et pour moi, le mandat est terminé. Et le mandat est terminé. Les 3 ans restants, donc là... Les 3 ans restants sont des années électorales. Toutes les 3 années sont peut intervenir, vous le savez. En période électorale. Hein? Par principe, les politiques ne font que de la démagogie. Les politiques ne font que des promesses. Parce que justement, ils espèrent capter l'électorat. Vous savez que l'aéroport de Glodjigbe est lancé. Vous savez, la voie Miss ça a été lancé nouveau. À quel moment? En cours. À quel moment ça a été lancé? Le déguerpissement a commencé. Non, c'est ça le lancement? Ah ben, vous n'avez pas suivi les autorités? Non, mais il y a un journal proche du gouvernement qui a même donné une date pour le lancement des travaux. Est-ce que ça a eu lieu?
Faisons le point. Pas encore. La date est passée, Oui, mais oui. on n'a pas fait le lancement. Mais allez chercher à comprendre pourquoi on n'a pas fait le lancement. Et si Bon, ceux parce qui qu'il y a un devaient... peu de bruit. Non, Le chef d'État a attention. rencontré plutôt Mais finalement le les chef- populations. Les populations, mais vous avez écouté le chef de l'État? Oui. Il les a rencontrés et il les a remerciés, n'est-ce pas, d'avoir été patriotes, d'avoir collaboré. Mais est-ce qu'ils ont collaboré? Vous êtes sûr que les gens ont collaboré sur le terrain? Mais quand les gens sont sortis du palais de la République, vous les avez écoutés? Est-ce que vous les avez écoutés? On les a Mais c'est écoutés. ça la réalité des choses, Joël. Alors je disais que 2019, nous avons la législative. 2020, nous avons la municipale s'il n'y a pas de couplage. Et 2021, nous avons la présidentielle. Vous pensez que les 3 années à venir sont des années qui vont permettre au gouvernement de travailler en toute quiétude et dans la paix sociale avec ce qui se passe sur le plan social par rapport aux revendications des salariés? Vous pensez que la dernière décision sur la menace, n'est-ce pas, de radiation va prospérer? Vous savez, quand une panthère est couchée au bord de l'eau, vous ne lui faites plus peur, n'est-ce pas? Parce qu'il sait qu'il est déjà dans des situations difficiles. Et donc, quand les gens sont déjà dans des situations difficiles, vous ne les menacez pas, vous discutez avec eux. Le gouvernement a fait l'option, n'est-ce pas, d'aller dans la menace. Et ce qui est paradoxal, c'est que ces mêmes qui parlent aujourd'hui, M. Badirou l'a rappelé, étaient aux côtés des magistrats demain, et hier lorsqu'ils marchaient, étaient aux côtés des étudiants lorsqu'ils marchaient. On en arrive aujourd'hui à interdire des marches d'étudiants. On en arrive aujourd'hui à interdire la liberté d'association au niveau du campus universitaire. Vous pensez que, par rapport aux fondamentaux de la démocratie, on a avancé? Moi, je ne vois pas à quel niveau on a avancé. Et donc, nous sommes dans un environnement de promesses non tenues. Hier, par hasard, je remontais dans mes archives parce que j'en ai beaucoup et j'écoute, je relis les choses. Et j'ai vu le ministre des Affaires étrangères, par exemple, promettre le visa électronique pour 1er janvier 2018. Nous sommes 1er mars 2018. Avons-nous le visa électronique Pas encore. pour les Béninois de C'est l'extérieur? vrai que le travail est en train d'être fait. Oui, mais pourquoi on donne des dates? Le chef de l'État, lorsqu'il a rencontré les journalistes au 1er août, il y a 2 ans, il a dit beaucoup de choses avec des dates précises. Avons-nous avancé? Au cours du PAG, on a parlé des logements sociaux. En avez-vous un seul jusqu'à présent, 2 ans après? Et donc, lorsque on a des contre-vérités de ce genre-là, on ne peut qu'avoir peur pour l'avenir. Vous savez, vous avez beau dire, et ça, votre candidat Zissou à l'époque le disait, ce n'est pas à force de répéter un mensonge que ça devienne vérité. Oui, il a dit, C'est vrai. les Ce n'est phrases pas qui se- à force de répéter un mensonge que ça devient une vérité. Mais donc, on a beaucoup de contre-vérités. Et donc, il y a une crise profonde de confiance. Comment voulez-vous atteindre des objectifs dans un environnement pareil? Moi, j'ai des craintes pour le gouvernement. C'est pour ça que je disais que, pour moi, le mandat, il est terminé. Donc là, le mandat est terminé, mais Badirou, le mandat court toujours, n'est-ce pas? Oh, écoutez, il reste 3 ans. Je suis Saint-Thomas. Je ne dis que ce que j'ai vu. J'attends de voir. Ça, Saint Thomas, non, mais à votre âge, on ne peut plus être Saint De Thomas. toutes les façons, c'est ma conception de la chose. J'attends de voir. Mais je vais vous dire une chose. Laquelle? C'est qu'au Bénin ici, en dehors des 4 politiciens à l'indépendance, on n'a pris que des gens apolitiques pour nous diriger. C'était Maga, Aoumandegbe, Akwiti Zissou. C'est les 4 politiciens. C'était un choix. de Un, venir. un instant. Après cela, avec les militaires, depuis, on prend des apolitiques. La conférence nationale nous a désigné Soglo. Il n'avait aucun parti. Il est venu, il a fait son temps, il est parti. Le militaire est revenu, Kérékou. Il a fait encore son temps, il est parti. Et on a pris Yahibouni. C'est de ce cas-là que je vais parler. Yahibouni, voilà un vénard, béni des dieux, une carrière fulgurante. Il était président de la BOAD quand les opérateurs économiques l'ont chambré pour qu'il devienne président. Il a cru que c'est pour ses beaux yeux. Il arrive, C'était pour le manipuler? il arrive, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. On veut comprendre. Il a été entouré de ceux-là. Il a eu le premier mandat. Tout était bien. Ils l'ont conduit comme c'était bien. Ils l'ont conduit encore au second mandat. Au second mandat, il s'est réveillé. Et il dit, mais dis donc, et tout ce qui se fait, c'est en mon nom. Vous êtes dans l'ombre, on ne vous voit pas. Ah non. Je veux maintenant lutter pour le développement du pays. Ces opérateurs qui ont toujours l'intérêt, qui ont toujours le profit en priorité, n'ont pas accepté. Et c'est la grégaire. Mais ce monsieur s'est débattu comme un beau diable au second mandat pour faire avancer le pays.
Regardez tout ce qu'il a fait. Il n'en dormait plus. Je n'étais pas Yaïboni. Non. Ah, Vous l'avez souvent martelé. Non, je n'étais pas Yaïboni. Mais j'ai vu que j'ai débattu au deuxième mandat comme un beau diable pour réparer les erreurs du passé et avancer. Mais il était trop tard. Yaïboni s'en va. On prend un opérateur économique. Mon Dieu. Encore un opérateur économique rassasié. Donc on pouvait espérer qu'il est venu chercher la gloire. Après on me dira c'est son entourage. Je dis non. Il est majeur. Il ne peut pas laisser son entourage le manipuler. C'est un opérateur économique. Moi, mes parents sont des opérateurs économiques. Je vis dedans depuis mon enfance. Je connais la manière dont les opérateurs économiques agissent. Tant qu'ils n'ont pas d'intérêt, ils ne collaborent pas. C'est leur intérêt qui est en priorité. Mais quand on devient président, c'est qu'on est venu chercher la gloire. Et la gloire là doit permettre à l'individu d'asseoir un climat sain qui permette un développement correct. Si tel est l'objectif, nous ne serons pas en train de discuter ça et là avec les syndicalistes. Nous allons prendre chaque corps de métier et négocier la voie correcte pour le développement. Je conseille au président de prendre chaque corps de métier. Comment voulez-vous qu'on développe ce pays? Vous, les ingénieurs agronomes, autrefois on avait la Sonafel, on avait tout, on avait les fermes de taille, tout marchait bien dans ce pays. Qu'est-ce que vous nous conseillez aujourd'hui? Voilà. Vous, les ingénieurs point chaussée, comment pouvez-vous penser que nous pouvons faire ci et ça? D'ailleurs, quand on les consultera, ça nous reviendra moins cher au lieu d'aller prendre des sociétés étrangères qui nous grugent à tout moment. On a des gens capables dans ce pays. Il suffit de les aider un peu et vous allez voir des merveilles. On a des gens formidables dans ce pays. Les cadres béninois sont compétents. On n'a pas besoin d'aller chercher à l'extérieur. C'est moi qui le dis. J'ai travaillé à l'extérieur et dans des structures valables. Et je sais qu'au Bénin ici, il y a des cadres compétents. Il y en a pêle-mêle. Et il y en a encore à l'extérieur qui voudraient rentrer si on leur ouvre la porte. La porte est désormais ouverte. Oh, qu'il dit, c'est pas ça. C'est pas la bouche, c'est concrètement. Il y a des gens qui sont rentrés, faute de place, ils sont repartis. Place? Si. Il n'y a que des herbes à des endroits dans le On ne les accepte, on n'accepte pas, on ne leur fait pas. Quelqu'un, un médecin émérite qui rentre, il voit que il va désapprendre s'il restait parce qu'il n'a plus les outils de travail, il repart. Pourquoi le chef veut réformer? De toutes les façons, oui. Pour que ce pays avance, il faut collaborer avec chaque corps de métier. Il ne faut pas rester là. Je suis un politique, je suis dans mon palais et je parle de l'agriculteur alors que les ingénieurs agronomes qui peuvent me conseiller sont là. Ça, c'est un volet. Lorsque ce gouvernement a dit qu'il voulait lutter contre la corruption, je me suis dit, mais il y a des dossiers saillants qu'on peut saisir tout de suite. Machine agricole, Maria Gleta, ICC, il y a beaucoup de choses. Il nous suffit d'appeler Elias, donne-nous tes dossiers. On commence par là. Vous voyez, si on commençait par là, en ouvrant de nouveaux dossiers, ça se comprendrait. On laisse carrément ça de côté et on ouvre des dossiers pêle-mêle. Ça donne un peu de susceptibilité dans la chose. Et ce n'est pas bien. Pour que le pays avance, je vous assure, ça doit être l'affaire de tous. Les cadres doivent se refaire la mémoire, la mentalité et savoir que la vraie richesse n'est pas l'or, c'est le bonheur et la santé. On me dira, toi tu n'as jamais souffert Badirou. C'est vrai, mais je suis fier de dire que, heureusement, j'ai fait une carrière qui me permet d'avoir une retraite paisible. Et je peux dire aujourd'hui, je parle ici, un cadre qui oserait m'affronter, je vais lui dire ce qu'il a fait. Parce qu'on voit, c'est visible la corruption. Parce que ceux qui sont repus, je vois des cadres aujourd'hui qui hier n'avaient rien,
1 an, 2 ans de politique en tout, et qui se gosent. Ils n'osent pas le faire devant moi, parce que je les rappelle à l'ordre. Donc la Mabalo Badiro pense que l'un des chantiers essentiels à préserver et à faire prospérer, c'est celui que le chef de l'État a choisi. Le chantier de l'assainissement, le chantier de la lutte contre la corruption, mais qui pour lui a été maladroitement embrassé. Vous êtes sûr que le chef de l'État, il vous a fait la confidence d'avoir choisi ce secteur? Je ne sais pas. Ah ben, il a dit, vous ne le suivez pas? Et chaque jour, il l'a dit. On ne peut pas continuer comme ça et vous rappeler cette sortie. Vous n'allez pas me dire que vous l'avez oublié, de Paracou. Il a martelé, il faut maintenant que ça cesse. Il faut aimer apporter sa contribution pour le développement du pays, mais ceci en utilisant... Bon, peut-être qu'on n'a pas suivi cette actualité sous le même prisme. C'est possible. Parce que j'ai entendu, moi, le chef de l'État dire qu'il y a la malgouvernance dans notre pays et que pendant longtemps, ça lui a profité, n'est-ce pas? Et que maintenant, pendant longtemps, fini. Il a tiré les lauriers. Et que, oui, mais dans d'autres pays, c'est très grave. Cet aveu est très grave. Et aurait suscité... Mais pourquoi pas? Mais c'est un aveu. Rapprochez-vous des juristes. Quand il y a aveu, qu'est-ce qu'on fait? Quand il y a aveu, qu'est-ce qu'on fait? Donc on doit commencer par le chef. Et donc, si le chef le dit, et qu'on arrive à mettre le doigt ou sur certaines de ses prévarications, certains actes dans lesquels il s'est illustré, mais on lui rappellera toujours, mais vous voulez donner des leçons à qui? Vous voulez donner des leçons à qui? Je ne pense pas que ce soit de l'humilité que de le reconnaître à la face du monde. Ça veut dire simplement que, comme le président de l'Assemblée nationale l'a dit à l'époque, un Bénin fragilisé et fracassé, ça veut dire qu'ils ont tous participé à fragiliser, à fracasser le pays. Et le président de la République en vient à le reconnaître publiquement. Et ça n'émeut personne dans le pays. Donc je trouve qu'il y a un problème. La lutte contre la corruption, c'est vrai, vous me direz qu'il y a la corruption sur tous les cieux et tout le reste et tout, mais la lutte contre la corruption ne peut pas être un combat sélectif. Et c'est malheureusement ce à quoi on assiste dans ce pays. Bon, il y a une autorité proche du président qu'on a mis sous mandat de dépôt, et vous avez vu, la presse s'est emballée. Oui, vous reprochez au président de ne sacrifier que les gens de l'opposition. Voilà un exemple. Il a sacrifié un membre de son camp. Et on embouche cette trompette, on le dit, alors qu'on sait très bien que, même dans le camp du président, est très proche du président, sur des dossiers précis, on a des gens qui doivent répondre, et qui ne répondent pas. Donc c'est la réalité. Donc aujourd'hui, on a nettement le sentiment que la lutte contre la corruption, n'est-ce pas, est un couteau à double tranchant. C'est donc à deux balles. À deux balles. Oui, allez-y. Je vais vous dire une chose. Oui. Moi, je suis Yoruba. Vous nous appelez Fayao. Oui. Nous étions les plus riches de ce pays. Tout à fait. Ça n'a pas changé. Ça a changé. Ah bon? Laissez-moi venir. Nous faisons notre commerce, même quand c'est primaire. C'est par là que nous tirons nos profits. Aujourd'hui, qui sont les plus riches du pays? Les plus riches du pays, c'est les cadres d'abord et les opérateurs économiques qui ont travaillé avec l'État. Pourquoi? Allez-y fouiller. Les plus riches du pays. Attention, je dois rappeler, nos archives sont là, qui témoignent de ce que, au nombre des plus riches, vous dites ceux qui ont travaillé avec l'État. Il y en a qui n'ont pas travaillé avec l'État, qui comptent parmi les plus riches du Bénin. Je ne dis pas non, je dis ceci. Je dis autrefois. Autrefois. C'est nous, les Yoruba, là, qui sommes les plus riches. Nous faisons notre commerce, on nous appelait même Fayao. Moi, je sais combien de gens, combien mes camarades me dérangeaient au lycée. Fayao. Les 3/4 des cocotiers, c'est conçu par les Yoruba. Mais aujourd'hui, qui sont les plus riches du pays? Les cadres béninois. Est-ce que quand on ne fait pas des affaires, on peut devenir riche s'il n'y a pas la corruption? Et c'est les opérateurs économiques arrimés à l'État. Quand il y a crise de Naira, ça ne touche pas ceux-là, parce qu'ils sont arrimés à l'État. Ils vont directement avec le CFA. Ils n'ont rien à voir avec le Naira. Les autres opérateurs ont des risques. Parce que nous comptons sur le géant nigérian pour nos affaires. À part ceux qui sont partis acheter les machines agricoles, ils n'ont rien à voir avec le Nigeria. Ceux qui font du coton, ils n'ont rien à voir avec le Nigeria. Mais nous, les autres qui restons là, tout vient du Nigeria. Si tu as une aiguille que le Nigeria achète aujourd'hui, tu deviens riche sur champ. Donc, il faudrait que les gens comprennent que la corruption n'en finira pas
dans ce pays tant qu'on ne va pas sévir. Oui, Les fonctionnaires qui sont riches comme des crises, on les voit. On les voit. Il va falloir... Et ils ne sont pas nombreux. Donc là, Mabalo, vous étiez sur ce chantier-là. Oui. Mais qu'y a-t-il lieu de faire en définitive si aujourd'hui, on a commencé par le mauvais bout? Non, il y a à corriger le tir. Il y a simplement à développer le patriotisme. Donc, il y a à aimer le pays. C'est important. Quand vous n'aimez pas votre pays, vous ne pouvez pas vous sacrifier pour lui. C'est ça ce qui est important. Ensuite, il y a à être humble. Vous savez, l'humilité, n'est-ce pas? Quand vous dirigez un peuple, quand vous dirigez des hommes, vous devez avoir l'humilité de l'écoute, n'est-ce pas? Et vous n'avez pas la science infuse. Oui. Et ça, j'appelle nos autorités à plus d'humilité. Pour moi, c'est important. On n'a pas parlé du pilier, par exemple, de la séparation des pouvoirs. J'avais beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Vous êtes là, on continue avec. Je voulais dire une chose qui est importante. J'ai lu avant de venir ici. Quelque part, on dit un seul mensonge découvert suffit pour créer le doute sur chaque vérité expérimentée. Un seul mensonge découvert suffit pour créer le doute sur chaque vérité expérimentée. Gardez votre citation, on va clôturer avec, Badirou, votre mot de la fin. Je conseille le gouvernement à plus d'humilité. Et vous savez, moi, on dit les anciens riches, ce sont des nobles. Je fais partie de la classe, la noblesse. Mais quand je vois les bourgeois, c'est-à-dire les nouveaux riches, là, ils me font beaucoup rire. Votre mot de la fin. Et parce qu'ils sont gonflés à bloc, ils n'ont pas d'humilité. Ils vous parlent comme s'ils sont le nombril de la terre. Le nombril de la terre. Et non. Vous voyez, nous qui étions riches hier, qui avons connu ces gens-là pauvres, nous rigolons à côté. Parce qu'on dit, demain tu deviendras comme moi. Merci. Demain n'est jamais loin. Donc, ce savoir poser les pas aujourd'hui pour demain, rester toujours fier de soi. Ça compte pour beaucoup, mais je l'ai promis, mon mot. La citation du jour, pour la clôturer, elle ne sera pas mienne. Je laisse plutôt le micro à Donkla Mabalo. Donkla Mabalo, oui, vous avez la parole. Vous rappelez qu'un mensonge... Non, j'ai dit un seul mensonge découvert suffit pour créer le doute sur chaque vérité expérimentée. D'accord? Donc, si vous êtes dans la vérité, tâchez à rester dans la vérité. Parce que lorsqu'on découvre un seul mensonge, eh bien, tout ce que vous avez pu dire comme vérité, eh bien, on a le doute là-dessus parce qu'on se dit, bon, il y a eu un mensonge, donc quelque chose qui... Merci, donc Mabalo, Rafio Badirou, merci. Mesdames, Messieurs, merci aussi à vous. Tâchez, restez dans la vérité et elle vous édifiera. Ce sera tout pour l'émission du jour. On se redonne rendez-vous demain. Vous l'avez compris, ça reste un gros sujet. Tellement il y a dit, vous retrouvez donc la Mabalo avec nous demain pour poursuivre le numéro consacré au 28e anniversaire de la conférence des forces vives de la nation. Prenez soin de vous. Chaque jour, comme le dit l'autre, est une vie. Et prenez-la du bon côté. À très vite.